Bienvenue. Merci. Heureux de vous retrouver en plateau ce matin, C'est moi. malgré la petite grippe. Ouais, j'ai. Allez, l'actualité tourne autour de quelques 3 ou 4 sujets, hein, essentiellement ce matin. Sergino Lokossou, il s'agit autant de sport, pour parler pétanque et football, autant il s'agit bien de ce congrès donc extraordinaire du bloc républicain. Il s'agit aussi de la rentrée scolaire. Et justement, dans ce cadre, le quotidien, le matinal, parle par exemple des mesures spécifiques prises pour la rentrée, puisqu'il y a eu cette rencontre entre gouvernement et syndicats. Et c'était le vendredi dernier, comme l'a si bien mentionné le matinal. Quotidien. C'est à la faveur de la première session ordinaire de la Commission nationale de consultation et de négociation collective. Et donc, au cours de ces échanges, gouvernement et centrales syndicales ont essayé d'accorder leur violon pour une rentrée apaisée, notamment, comme l'a souligné le journal, un certain nombre de mesures ont été prises pour quand même une rentrée apaisée. Au nombre de ces mesures, il y a quand même l'avance qu'on a accordée aux AME. AME, entendez, aspirants au métier d'enseignement. Mieux, les centrales ont voulu qu'on ne parle plus d'AME au niveau de l'université, et donc les professeurs d'université, ou du moins les enseignants à l'université, ne porteront plus le titre d'aspirant au métier d'enseignement. C'est le souhait des syndicats. Et donc, je pense que l'un dans l'autre, ils ont compris que les acteurs sociaux ont compris qu'il faut lutter, mais il faut quand même que la rentrée soit organisée et bien organisée pour qu'on ait une rentrée apaisée. De l'autre côté également, le gouvernement est conscient de ce qu'il faut quand même mettre les travailleurs dans de bonnes conditions pour quand même, notamment les enseignants qui sont concernés, dans de bonnes conditions pour que la rentrée soit effective, pour que l'on n'observe plus de grève pendant la rentrée. Je pense que les centrales syndicales sont dans leur rôle de réclamer et encore réclamer pour de meilleures conditions de vie et de travail dans nos écoles. On ne va pas demander mieux, c'est que nos enseignants soient mis dans de bonnes conditions pour que le travail soit fait, pour que nous ayons des cadres de qualité, pour que demain, on ne nous traite pas de désert de compétences. Et il faut préciser que dans ce cadre, justement, la pré-rentrée démarre ce matin. Exactement. Et concernant la pré-rentrée, le ministre de l'Enseignement, je crois, primaire, ce qu'on avait pris la semaine écoulée, a été très clair sur le sujet. Très clair sur le sujet. Il faudrait que les enseignants participent à cette pré-rentrée pour quand même jouer leur partition comme cela se doit. Et donc, je pense que les enseignants aussi seront dans la même vision que l'autorité de tutelle. Et je l'ai dit, ne porte pas le titre d'enseignant qui veut, mais qui peut. Poursuivons avec un autre sujet d'actualité abordé par les différents quotidiens ce matin. On reste à la une du quotidien, le matinal tout simplement, puisque le sujet y est aussi relaté. Mise en place de ces instances dirigeantes lors du congrès extraordinaire. Le BR fait peau neuve, élu président. Biotchané sonne la remobilisation. Je crois que c'est de bonne guerre, on va dire, parce que nous sommes dans un contexte où les présidentielles, ou du moins les élections générales, ne sont plus très loin. Nous sommes en 2023, disons fin 2023, 2026 n'est plus loin, même si elle est loin, l'année 2026, elle est proche également. Et donc, au sein des états-majors des partis politiques, il faut quand même remobiliser la base, notamment le bloc républicain. Vous connaissez très bien, nous venons de sortir des élections législatives et on sait la fortune que le BR a pu faire lors de ces élections. Et donc, je pense que c'est un signal fort, ces élections ces législatives de 2023. Et donc, il faut quand même remobiliser la base. Il faut quand même nettoyer les écuries. En grippe, s'il y a des écuries, nettoyer les écuries pour affûter les armes pour 2026. Je crois que ça doit être le BR dans cette dynamique-là de quand même essayer de se hisser encore davantage au sein de l'échiquier politique national afin d'aborder la présidentielle ou les élections générales, notamment l'élection présidentielle de 2026. Et je pense que Abdoulaye Biotchané va essayer quand même avec son expérience politique, c'est un acteur expérimenté de la politique béninoise. Il a pratiquement fait tous les régimes politiques, enfin tous les gouvernements en griffe, on va le dire ça comme ça. Je suis sûr qu'il va faire peser son expérience dans cette balance-là pour pouvoir concilier les ardeurs, les humeurs et les rivalités en griffe de clocher qui pourrait y avoir
au sein de cette formation politique, rivalité de clochers liée notamment au positionnement. Parce que les élections générales, Ahmed, il faut vous le rappeler, ça concerne les législatives, les communales et la présidentielle. Qui sera le personnage que le BR pourra présenter pour la présidentielle? Qui seront ceux qui vont rester sur les différentes listes en ce qui concerne les législatives et les communales? Je pense que Abdoulaye Biotchane a du pain sur sous et autour de la planche. C'est lui qui doit montrer qu'il a quand même l'étoffe nécessaire pour gérer le parti, le BR. Et vous allez voir dans l'ensemble, les journaux qui sont parus aujourd'hui ont abordé le sujet. D'autres disent qu'ils sont la grande mobilisation. On espère que d'ici à là également, le BR pourrait envoyer ses députés sur le terrain pour des séances de réédition de compte, comme le fait déjà son autre parti, Siamois, l'Union progressiste de renouveau, ces deux partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. On attend de voir ce que ça va donner. On ne va pas jouer 2026 avant 2026, mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ces formations politiques utilisent leur stratégie pour pouvoir affûter leurs armes pour les élections de 2026, qui seront des élections dont on ne connaît pas encore la fin, ce que ça va donner. On attend de voir, mais ce qu'on observe, c'est que ces formations politiques sont en train de faire leur toilettage. D'autres formations politiques vont peut-être leur emboîter le pas. On essaie de voir, on fera le débat en son temps. Oui, je pense qu'il y a d'autres formations qui prévoient également un congrès avant la fin de cette année. Je crois qu'il y a l'UDBN également, de l'honorable Claudine Afia-Bifo, qui quand même va également organiser son congrès. On attendra de voir ce que ça va donner pour pouvoir faire les débats, les analyses et les commentaires en son temps. Alors, sur cette nouvelle configuration très rapidement du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane est donc désormais président de ce parti politique, et on note aussi la nomination de plusieurs, d'une querelle, j'ai envie de dire, de vice-présidents. Une analyse très rapidement. Non, je pense quand on sait que le BR alors est sorti pour être plus, comment dire, large sur le sujet, est sorti des précédentes élections, alors pas totalement grandi, mais pas affaibli non plus. C'est vrai qu'il y avait quelques remous donc, au sein de la formation politique, notamment un certain titulaire de chaire. Oui, Madame qui en voulait, justement. Je suis au regard au poste, justement. Un éminent, on va dire comme ça. Je pense que qui a estimé à un moment donné que l'honorable qui a estimé à un moment donné que ABT n'était pas justement l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Non, en son temps, on a fait le débat et moi, j'ai estimé qu'en tant qu'acteur ou en tant que membre de ce parti politique, a priori, il peut avoir ses jugements sur telle ou telle personnalité du parti politique. Si Rachid Adamassi l'avait dit en son temps, c'est qu'il a quand même ses raisons pour pouvoir le dire. Je crois que c'est une formation politique bien organisée en prive, c'est qu'ils ont pu essayer de concilier les humeurs, les ardeurs, pour quand même donner le bâton de commandement à Abdoulaye Biotchane, qui passe de secrétaire général national au président du parti. Je crois qu'on lui a donné le bâton de commandement, il va gérer. Maintenant, en ce qui concerne les postes de vice-président, je pense qu'il y en a 8 au total. 8 au total. Et je crois que c'est quand même dans une vision d'asseoir un bon ancrage du parti dans toutes les circonscriptions électorales. Je prends un exemple comme ça, de Nathanaël Sosokwe de la 6e circonscription électorale. Je pense que c'est un mérite, on va dire ça comme ça. On sait comment il mouille le maillot pour le parti dans la 6e circonscription électorale. Ces personnalités qui ont été choisies, le parti ne les a pas choisies au hasard. C'est sûr qu'ils sont quand même, ils ont une base, ils ont des stratégies politiques à même d'aller au-delà de leur circonscription électorale, parce qu'aujourd'hui, la vision des partis, ce n'est plus, on n'a plus ce qu'on avait de 90 à 2000, les partis où c'est seulement le leader, le siège ou la commune ou le village du leader qui est le bastion du parti. Non, aujourd'hui, il y a quand même que les partis travaillent à avoir d'ancrage un peu partout et choisir des personnalités comme ça pour le poste ou les postes de vice-président, c'est pour quand même aider le parti à asseoir de bonnes bases dans toutes les circonscriptions électorales. Parce que le BR, quoi qu'on dise, a du pain sous la planche. Absolument. Un parti soutenant les actions du chef de l'État et qui arrive, qui a obtenu le même score
que le parti de l'opposition, les démocrates, aux législatives, c'est un signal fort pour ce parti-là qui doit travailler à quand même aller au-delà. Aller au-delà, c'est d'abord de lutter contre les démocrates. Je ne dis pas de lutter avec les armes, mais de lutter avec des stratégies politiques pour pouvoir essayer de dépasser les démocrates. Également, ambitionner, dépasser également l'Union progressive, le renouveau, qui aujourd'hui à ce rythme, le parti risque de se faire manger. Exactement. Peut-être aux prochaines échéances électorales. Parce que les prochaines échéances, ce n'est pas seulement les présidentielles. Il y a les législatives qui reviennent. Il y a d'abord les législatives communales, et puis il y a la présidentielle. Et les communales, il faut vous dire que ce sont les élections de proximité. Et donc, il faut vraiment choisir des acteurs qui puissent travailler au sein, exactement, dans toutes les contrées du pays, dans toutes les 77 communes du pays. Je pense que c'est très important. Le bien doit rester dans cette vision pour ne pas mordre la poussière à la fin des élections de 2026. Et Nathanaël Sokpo-Ekpe, justement, dont vous parliez, qui au rôle de ces 8 vice-présidents désormais élus, occupe notamment le poste donc, de chargé de l'organisation et des manifestations officielles. Au sein de ce parti. Au sein de ce parti, c'est l'information que nous donne en tout cas ce matin le quotidien Le Grand Jury. Un autre quotidien maintenant, c'est Dynamisme Info, qui parle politique aussi. Suscitation précoce de candidature pour 2026. La jeunesse désœuvrée, manipulée à des fins électoralistes. Je crois que la formule ou l'expression ou la citation, selon moi, qui résume à souhait cette indignation de Dynamisme Info, c'est qu'on nous parle souvent dans les discours que la jeunesse est le fer de lance de la société. Ce fer de lance qui tue un gibier qu'à la fin, qu'on ne partage pas équitablement avec les jeunes. On a connu ça avec les gouvernements successifs. C'est vrai qu'à l'arrivée du chef de l'État, on a constaté que les jeunes ont quand même voix au chapitre, on va dire ça comme ça. Mais en ce qui concerne la suscitation des candidatures, on sait que ce sont les jeunes qui sont au devant de la scène en quête de positionnement ou de repositionnement, on va dire ça comme ça. Parce que dans la croyance populaire, c'est que quand tu te bats pour quelqu'un, quand il arrive au pouvoir, quand même, il vous retourne, il vous donne l'ascenseur, comme on le dit. Je pense aujourd'hui qu'au plus, il faut défendre des idéologies au sein de la jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse est minée en griffe par le chômage. Et donc, toutes les opportunités sont bonnes pour pouvoir se relancer. Les suscitations de candidatures ne sont pas gratuites. On ne peut pas mobiliser des jeunes sans rien leur donner. Donc, ça fait qu'il y a ces jeunes qu'on retrouve souvent au devant de la scène, qui jouent les premiers rôles et qui crient souvent et qui, finalement, sont lésés. Moi, je pense que quand on est jeune, c'est vrai qu'il faut militer, c'est vrai qu'il faut choisir un candidat. Il faut mouiller le maillot pour un parti politique, mais il faut le faire en connaissance de cause. Il faut le faire quand vous épousez les idéologies du parti, pas que vous soyez des personnes qu'on utilise comme ça pour agrandir la foule, pour montrer que le parti a mobilisé une foule de derrière. Il faut que les jeunes puissent prendre conscience de leur situation, de ne pas forcément rentrer dans la politique pour devenir quelqu'un. La politique, c'est vrai, c'est servir la cité. Il faut avoir une vision. Quand on est jeune aussi, il faut avoir une vision. Pourquoi j'entre en politique? J'entre en politique pour apporter un plus à ma communauté, à ma localité, d'abord à ma commune et au-delà de ma commune, tout le Bénin entier. Est-ce que les jeunes que nous retrouvons au devant de la scène aujourd'hui, qui suscitent des candidatures, est-ce qu'ils sont véritablement animés de cette vision-là? Est-ce qu'ils ne sont pas animés de la vision je suis en train de mouiller le maillot pour prendre ma part du gâteau à la fin? C'est ce qu'on constate. Et donc, je pense que globalement, il faut quand même que les jeunes puissent prendre conscience. Il faut quand même que les aînés puissent aider les jeunes à prendre conscience de leur situation. Parce que c'est trop facile quand vous les entendez. Les jeunes ne veulent rien faire. Les jeunes veulent travailler. Il y a quand même une certaine jeunesse béninoise qui veut bosser, qui veut travailler, qui est consciente de sa situation. Une jeunesse très qualifiée et qui veut travailler pour l'émergence de ce pays et qui... Cette jeunesse est très fière de son pays, mais je pense que c'est une chose très importante de vouloir faire, de faire la part des choses entre le politique et le technique. Susciter, oui, c'est vrai, il faut susciter des candidatures, on ne refuse pas, c'est leur droit de le faire, mais le faire en connaissance de cause, le faire en prenant compte de sa situation, le faire dans l'objectif que sa situation change, dans l'objectif d'apporter un plus à sa société. Et je pense que c'est très important, et c'est ce que les jeunes doivent faire, c'est ce que nous allons inviter la jeunesse justement à faire. Avec Dynamisme Info, on va s'intéresser également à ce sujet, Sergino Lokossou, tourné dans le cadre des consultations sur la démographie
Et si on consacrait l'enveloppe à cet effet aux besoins vitaux des populations? C'est une interrogation. On va pas vouloir à ce quotidien. Je pense que en le disant comme ça fait peut-être rire, mais c'est réel ce que le journal dit. C'est réel, c'est un problème réel, c'est un problème de société que pose le journal. Il faut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est aller au contact de la base, aller voir. Dans chaque circonscription, dans chaque commune, pas circonscription, ça concerne les politiques, oui. Dans chaque commune du pays, aller au contact de ce que vivent les populations. Je pense que c'est très important. C'est facile de dire, de mettre cet argent pour régler le truc là. Toujours est-il que le gouvernement sait que les gens, enfin, dans plusieurs communes du pays, même dans les grandes agglomérations, déjà à Cotonou, il y a des personnes pauvres, il y a des personnes en situation difficile. Le gouvernement en est conscient. Mais il faut que le gouvernement aille quand même faire une étude sur tout l'ensemble du territoire, sur tout l'ensemble du territoire national, dans toutes les communes, pour pouvoir quand même implémenter sa politique, sa gestion, sa politique de développement. Il faut aller contact, il faut avoir des données fiables. Et je pense que c'est dans cette vision-là que cette tournée est initiée pour quand même aller dans toutes les communes du pays. Oui, il s'agit de tourner donc dans le cadre de ces... des consultations sur la question démographique. Exactement, parce qu'il faut maîtriser la démographie. Il y a souvent qu'on parle de la capture du dividende des démographies. Il faut maîtriser sa démographie pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir avoir de vrais projets de développement pour le pays. Et donc, je pense que c'est une bonne vision. C'est vrai qu'on a des choses à reprocher. On ne peut pas accuser, jeter... conduit notre confrère à l'abattoir, il est libre de faire le commentaire, de faire ses analyses par rapport à des sujets importants, par rapport à des actions gouvernementales. Et donc, je pense que c'est très important. Nous sommes aujourd'hui, on aspire à être une nation bien développée, et pour le faire, il faut maîtriser la démographie. Je pense que c'est dans cette vision-là que cette tournée a été initiée pour quand même essayer de voir un peu partout sur tout le territoire national comment ça se passe. Disons que cela contribue aussi d'une manière ou d'une autre, justement, à travailler, à régler les problèmes. Oui, exactement, parce que si vous ne maîtrisez pas la démographie, sans la bonne information, on ne peut pas prendre si vous ne maîtrisez pas la démographie qui concerne le taux de natalité, les naissances, les précautions à prendre pour élaborer des projets qui tiennent compte réellement des problèmes des populations. Donc, il faut quand même avoir une maîtrise de sa démographie, de la population, pour pouvoir essayer pour que les ressources soient équitablement partagées entre autres, afin de régler les problèmes justement des populations. En parlant de problèmes, justement, alors la une du quotidien Émergence Info, affaire Martin Runga, froidement abattu par la police à Révier. La police républicaine adopte un silence préjudiciable à son image. Je pense que nous ne sommes pas dans un commissariat de tant pis, où nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut, sans avoir de compte à rendre à personne. Nous ne sommes pas... nous sommes dans une république très ordonnée, nous sommes dans un état de droit. Et moi, je pense que c'est très difficile pour les parents, quand vous suivez les uns et les autres, quand vous voyez sur les réseaux la mère de ce petit, de ce garçon, sa tante, ses parents, c'est quand même dur pour les parents. C'est dur, et ce qui est dur et grave, c'est le silence de la police. Moi, j'ai suivi sur un média hier... Est-ce qu'on peut revenir très rapidement, juste, comment dire, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, sur l'affaire dont on parle, ce qu'on en sait en tout cas. Non, non, en fait, ce qu'on en sait, c'est qu'il y a, ce qu'on a dit, ce qu'on sait, il y a quand même un garçon qui a été froidement abattu par deux policiers, enfin, qui sont en patrouille la nuit. Ce garçon aurait vu, cette patrouille de la police. Ils sont dessus une moto ZEM. Et comme il a vu les policiers, il a pris peur, il a sauté de la moto, et on a tiré sur lui. Paraîtrait-il que ce sont les policiers qui ont tiré sur lui. On n'en a rien. Parce que pour le moment, le commissaire a refusé de parler. Il a dit qu'il ne peut rien dire pour sa protection. Il faut se référer aux autorités de la police. Je pense que bientôt, ça fera une semaine, ça dure. Il faut que la police puisse se prononcer pour que les responsabilités... Ça existe d'ailleurs déjà le départ du commissaire, par exemple. La presse en parle ce matin. Évidemment. Donc, il faut quand même que la police puisse réagir pour quand même apaiser le cœur de ses parents, pour que les responsabilités soient partagées, nous dire les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Parce que le policier qui a tiré
policier, il doit avoir une raison. Forcément. Le policier n'est pas un fou qui tire à l'emporte-pièce. Non, il a une raison suffisante qui lui a permis de dégainer. Et donc, je pense que la police doit quand même essayer de faire la lumière sur cette affaire, organiser une conférence comme elle sait si bien le faire pour quand même évoquer les raisons, pour situer les responsabilités avec que les parents... Ne serait-ce qu'un point de presse. Exactement, afin que les parents puissent quand même savoir ce qui s'est passé réellement. Ils veulent le corps de leur garçon, ils n'ont pas vu le corps. On dit que c'est la police, on dit que le chef quartier serait même en connivence, d'après les informations un peu partout distillées sur les réseaux sociaux. Mais je pense que nous sommes dans un État organisé, nous sommes dans une république, et il faut quand même que la police, qui est chargée de veiller sur nous, puisse quand même se prononcer sur cette affaire grave. Excusez. Et qui quand même est relayé par les réseaux sociaux. On voit les indignations, les commentaires, les insinuations. Il faut que la police puisse se prononcer pour arrêter tout ça, pour que nous ayons la vraie information pour pouvoir servir aux populations. On ne va pas supputer sur un cas pareil. Il y a mort d'homme, donc on ne peut pas supputer sur un mort d'homme. Il faut quand même que la police, qui, il faut le rappeler, joue son rôle comme ça se doit. Qu'est-ce qui fait peur à la police? On a envie de poser la question. Pourquoi la police ne veut pas se prononcer? Après une semaine, je pense que la police a déjà les informations nécessaires pour quand même... Peut-être que l'enquête se poursuit, justement. Peut-être que tous les éléments ne sont pas même si encore à disposition. Même si l'enquête, tous les éléments ne sont pas à disposition, peut-être faire un point de presse, pas une conférence, un point de presse pour dire, nous sommes à une étape donnée, on a fait ci, on a fait ça, et c'est l'étape, on continue toujours les enquêtes pour... Ne serait-ce que pour assurer et les uns et les autres. Déjà qu'on ait une information, on va dire, crédible, officielle. Exactement. On veut surtout une information officielle, et l'information officielle ne viendra que de la police républicaine, qui est concernée par ce drame. Un drame, justement, en voici un autre. Nous sommes au Maroc, on sort très rapidement, on va au Maroc avec le quotidien La Primeur qui parle de grande désolation. Le royaume chérifien pleure ses morts au rythme des enterrements. Sergino Locosso, un séisme intervenu dans le pays le vendredi dernier, on parle déjà de 2100 et quelques décès. Et le nombre de blessés l'est tout autant, sinon un peu plus, 2400 et quelques. Oui, exactement. Je pense qu'on va souhaiter paix aux âmes de ceux-là qui sont passés de vie à trépas dans ce séisme-là. Nos condoléances aux parents qui ont perdu leurs proches dans ce séisme-là. C'est quand même difficile, très difficile de supporter un drame du genre. On va souhaiter que ce drame ne se reproduise plus, que ce soit au Maroc ou dans d'autres États de l'Afrique. Nous sommes des Africains et ce qui passe à côté de nous nous touche. Nous sommes concernés. Donc, on va souhaiter la paix, on va souhaiter que de plus en plus, on essaie de trouver les voies et moyens pour que ces situations ne se produisent plus. On parle des milliers de morts, c'est quand même, ça fait froid dans le dos. Et franchement, il faut quand même essayer d'asseoir les études qu'il faut pour quand même prévenir. Je pense que faire appel à ces experts, des experts qui peuvent aider à prévenir, il y a la question de la prévention, justement. Il y a la question aussi des constructions, parce que sur certains, en fonction du relief, justement, il y a certaines normes de construction qu'il faut respecter, plus ou moins, donc se sécuriser. Ce qui n'est souvent pas le cas. Ce qui n'est souvent pas le cas, parce que souvent, quand on a les moyens, on ne sent tout plus vraiment des experts pour quand même ériger de ces bâtiments, parce qu'il faut que nous prenions conscience, il faut que véritablement on puisse savoir que nous sommes à une ère où tout change, de dérèglement climatique. Donc il faut vraiment s'entourer des experts avant d'ériger de grands bâtiments du genre. Donc on va souhaiter la paix aux âmes des disparus et également nos condoléances à ceux-là qui ont perdu leurs proches, leurs parents directs, et ça fait vraiment mal. Très très mal. On reste de cœur en tout cas avec donc tous les Marocains. On pense à ceux qui sont au Bénin. La communauté marocaine. Oui, il y a une communauté marocaine au Bénin. On reste de cœur avec tout le peuple marocain. Exactement. Nous sommes de cœur. Pour préciser aussi, je parlais donc des différentes questions que cela soulève. L'autre question, c'est peut-être aussi la préparation justement des populations. Quand on vit dans ces genres de milieux, il y a un travail. En la matière, les Japonais sont champions pratiquement parce que chaque année ou deux à trois fois dans l'année, il y a des exercices qui sont faits, puisqu'on sait justement que oui, le relief est sujet à ce genre de phénomène. Donc oui, on reste avec toute la communauté marocaine ici comme
comme ailleurs. On va poursuivre. Sergino Lokossou reste avec le quotidien La Primeur pour parler d'exode des médecins béninois au cœur des échanges d'une assemblée générale de l'Ordre national des médecins du Bénin. Je crois que j'appelle ici Alfred Vigny dans sa veuve poétique qui dit « Gémir, pleurer, prier également lâche, parce que nos pleurs, nos jérémiades ne verseront aucun baume adoucissant sur nos bobos. Et donc, c'est un problème entier qui se pose, le problème de l'exode des médecins béninois. Paraîtrait-il qu'à l'étranger, ils sont très appréciés. C'est vrai que... il paraîtrait même qu'il en aurait plus à l'étranger qu'au Bénin, finalement. Exactement, on n'en sait rien. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Ce que nous savons, c'est que le problème est entier et le problème a des racines. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un médecin qui est formé, il est formé pour servir dans tout le monde entier, que ce soit en Afrique ou en Europe ou un peu partout, c'est vrai. Maintenant, est-ce que le Bénin, à l'étape actuelle, dispose suffisamment de médecins pour sa population? Quelles sont les conditions dans lesquelles travaillent les médecins pour qu'à la fin de leur formation, ils quittent le pays pour aller à l'extérieur? Je pense que autour de cette Assemblée générale, les experts, notamment l'ancien ministre de la Santé, Dorothée Akoko-Kinege-Aza, ils ont posé le problème, les causes de ce mal-là. Et notamment, il est revenu sans cesse qu'il y a le salaire qui est payé aux médecins, qui est un salaire dérisoire et déshumanisant. Les médecins ne sont pas motivés. Il y a que les frais de spécialisation sont assez chers au pays. Donc, après leur formation, ils préfèrent aller à l'étranger. Et quand ils finissent là-bas, ils ne rentrent plus au pays. Je pense que c'est un problème et qui mérite d'être réglé parce qu'on a besoin des médecins dans toutes les communes du pays, dans tous les départements. Et il est revenu sans cesse que c'est deux départements seulement qui sont vraiment pourvus en griffe, en médecins, notamment le département du littoral et de l'Atlantique. Il faut quand même que le gouvernement puisse travailler dans ce sens, trouver une solution au problème de l'exode des médecins. Ça va passer par un dialogue, ça va passer par une volonté politique. Et je pense que le chef de l'État, en arrivant au pouvoir, a quand même essayé des réformes au niveau du secteur de la santé. On va l'inviter à continuer et on va l'inviter également à motiver les médecins à rester au pays. Et la seule façon de motiver les médecins à rester au pays, c'est de revoir le traitement, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Et c'est de corriger également, je vais dire ça comme ça, le faible taux de reconnaissance. Parce que quand vous allez dans nos contrées, le médecin, il est pris comme quelqu'un, on le harcèle, on va dire ça comme ça, il n'est pas bien vu. Moi, hier soir, j'étais au CCCNHU pour aller voir un malade. Je vous dis, quand le médecin est rentré à la salle, à côté, le lit à côté, les parents disent, ils sont encore venus. Donc, quand on voit le médecin, on ne le voit pas. Donc, il faut que l'État puisse travailler de concert avec l'Ordre national des médecins du Bénin à corriger l'image de marque du médecin. Je pense que c'est très important pour notre pays parce que si on veut une nation bien développée, il faut quand même qu'il y ait des médecins, des spécialistes un peu partout sur toute l'étendue du territoire pour quand même nous soigner parce qu'on a besoin d'eux pour être en bonne santé. Donc, pas de développement sans santé. On va souhaiter que le gouvernement puisse agir dans ce sens. Le ministre de la Santé puisse quand même essayer d'agir dans ce sens parce qu'il est également un médecin, le ministre de la Santé. Et il fait partie des rares ministres de la Santé, médecins, qui ont réussi à leur poste, qui ont quand même essayé d'implémenter un certain nombre de réformes au poste de ministre de la Santé. Je pense que le gouvernement doit quand même organiser autrement le secteur de la santé, motiver les médecins comme cela se doit et que le problème soit vraiment résolu, s'entourer des experts pour que des solutions soient trouvées pour le bonheur du pays. Parce que ça ne sert à rien que nos médecins quittent le pays pour aller ailleurs. Comme vous l'avez dit à l'entame, il paraît qu'ils sont plus nombreux. Il paraît qu'il y en a un peu partout. Et ce sont les plus qualifiés. Il y en a de plus qualifiés, justement. Donc, je crois que l'État, le chef de l'État est à l'écoute. Les services compétents du président ou de la présidente de la République sont à l'écoute pour quand même faire le rapport au chef de l'État afin qu'il puisse trouver de bonnes solutions. Parce que les populations souffrent déjà. Il faut quand même que quand ces populations voient à l'hôpital, qu'ils soient bien traités par un médecin bien traité. Parce que je le dis toujours, justement, un estomac bien rempli produit des merveilles. Et ça, personne ne peut
ne peut me refuser ça. Et la meilleure façon de motiver les gens, c'est l'argent, c'est le nerf c'est le nerf de la guerre, comme on le dit. C'est la guerre du nerf. C'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, évidemment. Le nerf de la guerre. La meilleure façon de motiver un agent, c'est de lui donner de l'argent, c'est d'augmenter son salaire à la fin du mois. Et c'est le mettre dans de bonnes conditions de travail. Exactement. Lui mettre à disposition le matériel adéquat. Voilà, et pour un travail de de lui qualité. laisser l'espace nécessaire pour faire son travail. Je pense que c'est important parce qu'il est revenu le problème du plateau technique. Parce que quand la personne a fait une formation et le matériel n'est pas adapté, il ne dispose pas des outils qu'il faut pour faire il ne peut pas faire son le travail. C'est pas évident. Comme cela se doit. En tout cas, le docteur Adégbédé et ses pairs qui lancent une croisade contre l'exode des médecins. Le grand regard en parle. Et pendant qu'on est à parler de santé, du ministre de la Santé, justement, on en parlait la semaine passée en plateau par rapport donc, à cette polémique une nouvelle variante, sur la toile par rapport à une nouvelle variante donc, du coronavirus qui aurait fait surface. On parle notamment du variant Omicron XBB. On souhaitait justement que l'autorité réagisse et cette finalement, réaction, il a fait dans la même journée, je crois, dans la même journée, il y a un communiqué. Il y a eu un communiqué du ministère de la Santé pour rassurer les uns les autres sur le fait que, oui, jusqu'à nouveau désordre, ce variant n'est pas présent sur le territoire national et de toute façon, le ministère de la Santé donc, est l'autorité habilitée à donner ce genre d'informations officielles. Puis au ministre de rappeler que les uns les autres sont quand même tenus jusqu'à nouvel ordre également de respecter les mesures donc, barrières par rapport à ce virus. Merci beaucoup donc à l'autorité pour la prompte réaction. Exactement. On va... Non, mais c'est rassurant. Oui, c'est très rassurant. C'est rassurant parce que déjà, il y a des entreprises de la place qui ont déjà sorti des communiqués pour éviter alerter en tout cas leurs employés. On va finir maintenant par un mot de sport, puisque oui, le week-end a aussi été très mouvementé côté sport. Au Bénin, on commence par les mondiaux de pétanque qui ont démarré à Cotonou. Oui, la nation en parle ce matin, c'est Agino Lokoso. Oui, je pense que c'est au moins, c'est quand même une bonne chose que le Bénin organise ses 50e championnat du monde de pétanque. Et ça a lieu à la place de l'Amazone. Je pense que c'est un signal fort. Ça montre que le Bénin est en train de grandir, de se hisser au rang des nations, à même d'organiser des compétitions. Enfin, c'est très important. Et l'autre chose qui, moi, m'a touché, c'est l'invité surprise. Oui, l'invité surprise, le chef de l'État, qui s'est déplacé lui-même pour y aller. Je pense que c'est un signal fort. En mode sport. En mode sport, vraiment. Il faut le préciser, en mode sport. Il n'est pas allé habillé comme un chef d'État. Non, du tout pas. En mode sport. Le costume et tout le reste. En mode sport, je pense que c'est un signal fort de ce que le chef de l'État a affiché sa volonté politique d'accompagner tout ce qui est sport dans le pays. S'il le fait, je pense que c'est quand même très important. Ça montre au peuple béninois que le numéro 1 des Béninois aime le sport, veut s'investir pour que le sport constitue un levier très important dans le développement de cette nation, même si on n'a pas souvent les résultats escomptés du côté du football. Quand même, je pense qu'à ce niveau, avec la participation déjà des Béninois, il y a quand même un résultat satisfaisant. Oui, c'est une bonne entrée. Donc je pense que c'est une très bonne chose que le chef de l'État puisse lui-même motiver. Il pouvait envoyer, il pouvait laisser le ministre des Sports. Le ministre simplement s'en charger. Mais il s'est déplacé lui-même pour montrer au peuple qu'il aime le sport, il est présent là où se trouvent toutes les disciplines sportives. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut quand même motiver ceux qui méritent cette motivation du chef de l'État. Et je pense également à notre échec face au Mozambique. Je sais que vous allez revenir là-dessus. Oui, voilà, on en parle alors. On était censé finir par ce sujet. Donc, on finit justement par ce sujet. Le week-end aura été également marqué par cette défaite des Guépards du Bénin face au Mamba du Mozambique, 3-2. C'est le score final de cette rencontre-là. Les quotidiens, tous, on parle pratiquement ce matin, chacun y allant donc à sa manière, avec le potentiel. Avec le potentiel, par exemple, on peut lire en 6e journée des éliminatoires de la CAN 2024.
impuissants, les guépards tombent face aux mambas. Et mieux, un autre quotidien, je n'ai pas gardé, a dit que le miracle n'a pas eu lieu. Oui, il n'a pas eu lieu, par exemple. Je pense qu'en matière de football, il ne faut pas trop se fier au miracle. On va dire ça comme ça. D'abord, c'est vrai que le miracle peut venir, mais le hasard ne fait pas le football. Il faut une organisation, il faut quand même que les joueurs puissent jouer comme cela se doit, les mettre dans les bonnes conditions. Et moi, je le dis, c'est facile. C'est facile. Et vous pensez que les nôtres ne sont pas mis dans les bonnes conditions? C'est facile, je ne le dis pas. C'est facile de faire des commentaires après un échec, de s'indigner après un échec. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que quand on s'indigne, on s'engage. Qu'est-ce que véritablement les acteurs du football béninois font pour que ce football, pour que nous puissions espérer de bons résultats après des matchs comme ça? C'est vrai que vous avez me dit qu'ils sont venus à la qualification et que c'est déjà important, mais on voudrait qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. Ce qui n'a pas été fait, le miracle n'a pas eu lieu, il n'y a pas de miracle dans le football. Dans le football, c'est une organisation, c'est la technique et c'est un ensemble de choses. Et moi, je pense que cet échec doit être un signal fort pour les acteurs du premier plan, les joueurs, la Fédération béninoise de football, le ministère de la Santé, de réorganiser à nouveau les choses. Je ne dis pas qu'un travail a été fait, un travail a été fait, mais beaucoup reste à faire pour quand même redorer à notre football l'image de marque qu'on souhaite, l'image de marque que le chef de l'État souhaite imprimer à ce football-là. Et ça serait très très important si chacun y mettait sa contribution. On en reparle dans un instant, Sergino Lokosso, puisque le sujet est au cœur de l'actu décalé du jour, les réactions des uns des autres attendues via le 96, 76, 68, 68. Je précise que les amis internautes peuvent également réagir donc via la publication relative se trouvant sur notre page Facebook ou tout simplement via le direct en cours actuellement sur la même page Facebook.